des solutions aussi. Donc j'appelle Céline, que vous connaissez déjà, donc au-delà d'être chargée d'études, est aussi urbaniste, hein, après avoir fait Sciences Po. Donc je pense qu'elle aura un regard un peu plus panoptique sur la situation. Je vous présente Basma El Aboudi, qui est donc cofondatrice gérante de Pas à Pas, une start-up donc en location et accession. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Et Patrick Morat, dans la famille Morat, donc je demande un cousin. Donc Patrick Morat, qui est président fondateur de Nexteam, donc cabinet en expertise et pathologie de bâtiments et diagnostic énergétique. Donc on a parlé du DPE, on va prolonger le débat. Donc on peut s'installer, oui, comme ça on est bien, oui, très bien, très bien. Voilà. Très bien. Bah oui, mettez, ça fait un peu séance sur le divan. On va essayer de ne pas trop faire de psychanalyse, mais d'être plutôt porteur de solutions. Parce que là, on a affaire à un sujet hybride très interdépendant, on l'a vu, du marché du logement, un marché en tension, en forte tension. Bertrand l'a dit tout à l'heure, hein, avec moins 67% de ventes en moins, 61% en moins sur les mises en vente, un taux de pouvoir d'achat qui oscille entre 11 et 25%, suivant les années et l'apport. Donc le marché locatif souffre également, mais pas que lui, le neuf aussi. On a parlé du DPE qui vient aussi freiner peut-être, ou en tout cas accélérer cette tension. En gros, comment on fait aujourd'hui pour aider les accédants, qu'ils soient investisseurs ou propriétaires occupants? Basma aura sans doute un regard là-dessus par rapport à un regard neuf et on espère aussi porteur de solutions. Solutions qui nous tiennent à cœur à Oloma parce que effectivement il y a une partie chiffrée, il y a des constats, mais aujourd'hui je pense qu'il est important qu'on puisse pousser les curseurs et que, en interagissant avec nos invités et vous-même, nous puissions aussi apporter des solutions. Bertrand en a évoqué tout à l'heure quelques-unes avec une baisse de la TVA ou pourquoi pas un prolongement d'un super Pinel. Surtout qu'en plus, il me semble qu'on arrête le PTZ plus à la fin de l'année. Donc beaucoup de contraintes, beaucoup de réglementations. Et quelle solution on peut essayer d'apporter? On l'a évoqué avec Urgence et on l'avait pressenti aussi avec Trajectoire, nos deux ouvrages précédents. Donc voilà, on va tourner un petit peu sur ce sujet hybride, très interdépendant. Mais avant tout, j'aimerais bien, Basma, que vous nous présentiez un petit peu pas à pas. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, Pas à Pas, c'est une solution de leasing immobilier pour faire un rapprochement avec ce qu'on peut connaître pour les professionnels de l'immobilier. C'est une sorte de portage pour nos clients qui n'arrivent pas à se financer directement aujourd'hui auprès de banques classiques. Donc, en gros, on achète leur logement pour eux. Ils ont un statut de locataire accédant, donc ils sont locataires pendant un moment. L'idée, c'est de les rendre bancarisables, c'est-à-dire qu'ils doivent augmenter en apport, ils doivent prouver une régularité de revenus pendant une durée de 3 à 4 ans, et puis on les accompagne pour aller lever leur option sur le logement qu'on a acheté pour eux et devenir propriétaire à la fin de leur contrat de location-accession. D'accord. Donc c'est une niche supplémentaire ou c'est une solution que vous avez envisagée après avoir analysé le marché, regardé un petit peu ce qui faisait peut-être défaut dans l'offre bancaire ou pas, je ne sais pas, c'est complémentaire? En gros, il y a des profils qui sont aujourd'hui solvables mais qui ne sont pas finançables. On pense typiquement aux jeunes actifs, donc sortis d'école, qui ont décroché le premier CDI, mais qui viennent de, on va dire, de familles classe moyenne ou peut-être pauvres, donc ils n'ont pas l'apport familial. C'est des gens qu'on croit pouvoir devenir bancarisables au bout de 3 à 4 ans parce qu'ils peuvent constituer un apport avec leur activité professionnelle. Donc, au lieu qu'ils restent locataires pendant cette durée, qu'ils n'arrivent pas à commencer à se projeter dans leur logement et avoir ce sentiment aussi d'appartenance, nous, on fait une sorte de portage pour eux et on essaie de les emmener avec aussi un coaching financier vers la propriété. Il y a aussi tous les profils qui sont freelance ou indépendants où ils peuvent bien gagner leur vie. Mais par exemple, une banque classique, elle va avec la réglementation qu'elle doit respecter. Ils peuvent par exemple s'attarder sur le fait qu'ils n'ont pas encore 3 années de bilan, même s'ils gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Donc, en fait, c'est cette typologie, on va dire, de persona, donc jeunes actifs, indépendants, freelance, des gens qui sont dans une phase de transition de vie, par exemple, des divorces quand il y a des enfants, ça peut durer 2, 3 ans. On ne peut pas tout à fait se projeter à lancer un achat tout de suite.
Et du coup, en fait, pas à pas, elle va venir accompagner ces gens, les aider à prouver une régularité de loyer plus épargne. Donc, c'est des montants fixes qu'ils doivent mettre à côté chaque mois. Et puis, en fait, on prend que des clients qui on croit en leur capacité d'avoir au moins 15% d'apport à la fin. D'accord. Céline, répondre aux besoins du territoire en termes de logement. Comment vous, du côté de Laurent, vous regardez un petit peu ces nouvelles niches, ces nouveaux acteurs, ces nouveaux usages? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que ça vous donne aussi, ça vous permet de peut-être proposer de Oui, nouvelles alors propositions? effectivement, ça fait partie de notre travail d'avoir aussi une veille, donc je ne connaissais pas, donc merci, sur toutes les solutions qui existent et possibles. Après, c'est vrai que nous, on porte aussi le point de vue et on est conseil aux collectivités. Donc, c'est pas forcément quelque chose sur lequel les collectivités auront la main, mais j'ai envie de dire tout ce qui peut fluidifier le marché est bon à prendre. En plus, vous avez cité vraiment les profils qui sont aujourd'hui les plus bloqués. On voit bien que, vous me demandiez tout à l'heure, bon alors est-ce que c'est bloqué ou pas, le marché il continue de tourner, mais il continue de tourner dans un entre-soi, j'ai envie de dire, puisque les gens qui n'y sont pas, ont pas pu y rentrer, ne peuvent plus y rentrer. Donc les primo-accédants sont de plus en plus exclus de ce marché. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc ça me semble intéressant. Après, c'est vrai que nous, on tourne un peu notre réflexion sur quelles sont les marges de manœuvre des collectivités aujourd'hui et donc de les aider à avoir une bonne compréhension aussi des conditions de sortie des opérations, des contraintes des opérateurs pour qu'elles puissent, elles, identifier quel est leur rôle à jouer finalement dans la crise et pour solutionner la crise aujourd'hui. Pourtant, on a Voilà. l'impression qu'on a beaucoup de contraintes qui pèsent plus que de solutions à apporter. On l'a vu récemment, on attendait tous avec impatience des résultats aux propositions du CNR Logement, donc Conseil national de la refondation. Et pour autant, bah rien. Donc, Oui. je sais que vous n'allez pas vous exprimer sur le Mais- plan politique, mais en tout cas, comment vous voyez le fait qu'aujourd'hui, on n'apporte pas, on va en parler avec Patrick dans quelques instants, sur le DPE, on attendait aussi des nouvelles solutions et rien. Et on sent qu'on est en train de basculer dans une crise majeure, comme le citait le président de Procidis et maire de Saint-Barthevin. Et effectivement, on est en train de basculer et les solutions ne sont pas apportées. Oui, alors je pense qu'on peut au moins exprimer de la déception qui a été exprimée par l'ensemble des acteurs de l'habitat, quelle que soit, on va dire, leur position, leur positionnement et d'où ils parlent. Il peut y avoir une certaine lassitude à annoncer effectivement une crise majeure ou un, et on voit qu'au finalement on chauffe, alors on chauffe doucement, mais voilà, on va finir par se brûler. Comme la grenouille. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est simplement ça que je peux exprimer. Sinon, effectivement, sur les marges de manœuvre nationales, on a évoqué la fiscalité. C'est vrai que le foncier, pour nous, est au cœur de nos préoccupations, au cœur des préoccupations de tous, je pense. Il est vrai que les règles du jeu ont changé. Dans votre titre, il y avait révolution. Donc sur le foncier, on peut bien parler effectivement de révolution avec cette raréfaction du foncier qui est à venir, qui va s'accentuer. Et c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer comment finalement ça peut continuer à fonctionner sans changer quelque peu les règles du jeu sur ce foncier. Donc je pense qu'il y a des solutions à apporter en termes de fiscalité peut-être. En tout cas, l'État a son rôle à jouer et les collectivités locales ont leur rôle à jouer. Je pense qu'elles sont en train de comprendre qu'elles ne peuvent plus tout attendre effectivement des opérateurs privés et qu'elles ont aussi, elles, à s'investir. Certaines le faisaient déjà, d'autres moins. Je pense que la production de logements, elle pourra plus se faire sans cette stratégie foncière locale. D'accord. Céline évoquait tout à l'heure dans sa présentation le DPE. Patrick, en quoi cette loi climat et résilience peut-elle être un facteur de tension supplémentaire sur le marché locatif? Ouais,
ça marche mieux quand c'est allumé. Donc effectivement, jusqu'en juillet 2021, le DPE était un titre informatif. Et ça a changé donc avec le nouveau DPE qui est sorti donc en juillet 2021 et qui a été révisé en novembre 2021. Aujourd'hui, on le voit bien, le DPE, c'est la première chose qu'on demande quand on veut acheter un bien ou quand on veut louer un logement. Parce que la part de l'énergie est de plus en plus importante dans le budget des ménages. Donc, il prend de plus en plus d'importance. D'où je voulais en parler un petit peu aussi. Mais est-ce qu'il est fiable justement, parce justement qu'il est tellement lourd de conséquences, hein. Il est fiable. Il est fiable. Alors, le moteur de calcul est donc distribué par l'ADEME. Donc, tous les logiciels utilisent le même moteur de calcul. Maintenant, la fiabilité, elle est liée aux données d'entrée. Donc, les données d'entrée, elles sont collectées par le diagnostiqueur et par aussi les propriétaires qui vendent leurs biens. C'est eux qui connaissent le mieux leurs biens, c'est eux qui ont peut-être fait construire. Donc s'ils ont des éléments, notamment les factures de remplacement des fenêtres, les épaisseurs d'isolant dans les murs, ça c'est des choses que le diagnostiqueur ne peut pas deviner. Donc il a besoin d'avoir ces éléments-là, et ces éléments-là vont contribuer donc à la bonne réalisation du DPE. Donc il y a un certain nombre de choses, par exemple l'isolation des plafonds, qui est assez facile à mesurer. On soulève la trappe et puis on va les mesurer avec un mètre, on va regarder combien il y a d'isolant dans les plafonds. Ça c'est assez facile à voir. Maintenant l'isolation des doublages, ça devient beaucoup plus compliqué, notamment parce qu'il y a des maisons qui ont vécu et qui ont eu des extensions et qui ont fait au fil des années différentes évolutions. Et si on n'a pas un minimum d'informations sur ces technicités, enfin comment ça a été construit, eh bien c'est à l'appréciation du diagnostiqueur. Alors les conséquences peuvent être très lourdes. Le problème justement des conséquences, on en vient, c'est que le DPE est opposable. Donc le diagnostiqueur ne va pas prendre de risque. Et il va mettre la valeur par défaut la plus défavorable pour le DPE. D'où l'importance d'avoir toutes les informations avant de faire intervenir. Et la formation peut-être aussi qui est envisagée pour les diagnostiqueurs. Non, c'est autre chose. Alors la formation, oui, il y a la formation aussi, parce que aujourd'hui, pour pouvoir faire un DPE, il y a une semaine de formation et puis une certification. Et voilà, on est technicien, enfin on est diagnostiqueur certifié pour réaliser des DPE. Mais bon, moi, je ne sais pas conduire en ayant regardé sur le code de la route. Donc, la formation, ça ne fait pas tout. Il y a la partie terrain qui est importante. Et la partie terrain, eh bien, ça s'acquiert avec de l'expérience. Donc, aujourd'hui, la formation va évoluer et il semblerait qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la partie terrain pour les jeunes diagnostiqueurs, et plus de contrôle aussi sur les diagnostics sur la partie, je cherche mes mots là, mais sur la partie documentaire. Voilà. D'accord. Donc il y aura une partie documentaire qui sera beaucoup plus suivie, et une partie terrain qui sera aussi plus suivie avec des contrôles sur ouvrage pour les diagnostiqueurs. D'accord. Donc, vous parliez, Céline, sur notre territoire, apparemment, les classes G, la classe G qui est stigmatisée aujourd'hui, même s'il y a peut-être un écart dont on pourra parler entre la réglementation et la vraie vie de l'immobilier, parce que peut-être que la loi n'est pas très claire là-dessus, entre le fait qu'on ne puisse pas louer, mais en même temps, des gens qui sont, vous parliez de classe, enfin Basma parlait de classes paupérisées, ils arrivent à louer des biens qui sont en classe G malgré tout. On voit sur certains territoires. Oui, encore à ce jour. Mais à ce jour, oui. Mais bientôt, ce sera plus possible. Ce que je voulais peut-être compléter, c'est donc il y a cette question de cette réalité, mais il y a ces objectifs très ambitieux de réhabilitation de l'ensemble du parc à horizon 2050. C'est vraiment une montagne devant nous. Et on voit bien que
le rythme actuel de la réhabilitation énergétique, thermique, ne suit pas. Donc ça, c'est l'autre aussi grande question. On se pose la question comment aider les accédants, comment produire, relancer la production, c'est une des questions majeures. Et la deuxième qui nous préoccupe, c'est comment atteindre un rythme aussi de réhabilitation thermique voilà, qui nous permette d'envisager une performance de l'habitat correcte à horizon 2050. Pourtant, le neuf, lui, répond à toutes les exigences. Alors pourquoi aujourd'hui tant de freins sur la construction du neuf? Parce On que parle beaucoup de l'essentiel... réhabilitation, mais pourquoi? Oui, allez-y, pardon. L'essentiel des logements dans lesquels on habite sont déjà là. Donc voilà, le neuf est extrêmement important dans le sens, nous, on présente souvent les choses comme ça, c'est-à-dire que quand on regarde les gens qui emménagent au cours d'une année, l'essentiel le font effectivement dans un logement existant, et le marché, il est composé principalement par le parc existant, les logements qui existent déjà aujourd'hui. Mais le neuf, c'est l'huile dans les rouages qui est essentielle, et on voit bien quand on met plus d'huile, au bout d'un moment, ça se grippe, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Néanmoins, voilà, les majorité des personnes habitent dans des logements qui sont déjà construits depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est évidemment important de se préoccuper de leur qualité. Basma, quel est votre regard justement sur ces réglementations qui font qu'à un moment donné, ça freine l'accession? Comment réagissent vos clients? Comment vous échangez avec eux sur ce sujet? En gros, nous, aujourd'hui, on va se lancer plutôt sur des logements dans l'ancien, plutôt classe A, D. Et le temps, en fait, de constituer une équipe pour aller chercher des classes DPE qui sont plus basses et les repositionner pour les rendre entre A et D. Si je dois répondre à la question logement neuf ou logement ancien, je pense que voilà, les logements anciens, ils sont bien situés dans les villes. Parfois, ils ont un aspect aussi historique. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut quand même qu'on travaille sur la rénovation de l'existant quand c'est possible, quand ça correspond encore à l'usage d'aujourd'hui en termes de distribution, ce genre de choses. Et après, bien sûr, le logement dans le neuf, c'est plus optimisé, ça correspond à des classes DPE qui sont plus performantes, ça nous permet d'économiser en énergie, mais les deux offres, ils se complémentent, et aujourd'hui, nous, du coup, on commence dans le neuf, dans l'ancien, on se lance en rénovation, et on commence à travailler avec quelques promoteurs pour trouver le bon montage pour faire de la promotion aussi. D'accord. Patrick, je vous vois opiner, agir du métier. Oui. Oui, parce que je voulais dire, il y a effectivement, quand on présente une lettre F ou G, généralement, on est un petit peu déçu parce qu'on croyait que son logement était un peu plus performant. Mais moi, je voudrais dire, c'est aussi une chance. Alors, c'est pas une chance d'être mal classé, mais c'est une chance aussi pour le vendre, puisque derrière, il y a l'audit énergétique qui vient de sortir au 1er avril. Dans l'audit énergétique, qui est un DPE plus poussé et sur lequel le diagnostiqueur va faire son rôle de conseil technicien du bâtiment, et il va donner des solutions pour passer comment s'appelle, ce logement soit en A ou B, soit donc en une seule fois, soit en plusieurs fois. Et là, en fait, on a une lecture du bâtiment qui va nous dire, effectivement, pour pouvoir améliorer la performance énergétique de ce bâtiment-là, on a des solutions. C'est plus facile pour acheter quand on a des solutions que quand on n'a que des questions. Oui. Alors là, c'est compliqué parce que l'audit énergétique est sorti le 1er avril. Donc c'est pas un poisson, mais, mais pour l'instant, on est sur les premières réalisations. Donc il va falloir un petit peu de temps pour voir comment va se comporter le marché avec l'audit énergétique. Et puis, il y a aussi les artisans, parce qu'il va bien falloir les rénover, ces bâtiments. Donc dans le neuf, on a bien tout un tas d'entreprises de travaux qui sont aguerries pour faire du neuf, mais la rénovation, ça se fait pas comme du neuf. Donc c'est pas un autre métier, mais c'est un métier qui est un peu différent. Et là aussi, on a besoin de personnes performantes et qui fassent pas n'importe quoi dans la rénovation. En parlant de chiffres un petit peu, enfin, on va pas trop l'évoquer parce qu'il n'y a pas, on l'a pas fait à l'échelle de la France, mais il y a une étude qui avait été menée par l'université de Cambridge. On va pas trop la détailler, mais qui montrait que globalement,
la rénovation faite sur les bâtiments, en fait, n'avait pas tellement d'incidence sur la performance, enfin en tout cas l'économie en termes d'empreinte carbone, parce que les gens profitaient d'un confort supplémentaire ayant rénové leur habitat. Alors, moi, la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer? Je la poserai peut-être à tous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait justement quand les gens rénovent? Est-ce qu'ils le font vers une vocation de sobriété ou justement ils installent une véranda et puis ils disent bah, tiens, maintenant que j'ai fait des travaux, je vais optimiser mon logement et je vais mettre 1 degré de plus et puis installer une véranda. Je caricature un peu, mais pas tant que ça, Patrick. Eh bien, on est un peu dans une société de consommation, donc on consomme de plus en plus, et l'énergie en fait partie. On a tous des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures électriques maintenant, des vélos électriques, et tous ces appareils-là, il faut les recharger. Donc, on est quand même sur une tendance où on va consommer de plus en plus d'énergie. Alors, la part de l'habitation... On est à l'opposé de ce qui est envisagé. On est à l'opposé, mais c'est aussi le progrès. Donc, il y a peut-être d'autres solutions pour essayer de trouver une énergie qui soit un peu plus propre et un peu plus économe. Moi, là-dessus, j'ai pas trop de solutions, hein. Mais en France, jusqu'en juillet 2021, pour avoir un bon TPE, il fallait être au gaz. Oui. Ouais, donc, ou même éventuellement au fioul. C'était pas rédhibitoire. Aujourd'hui, comme on couple l'étiquette énergie et gaz à effet de serre, ces logements qui étaient performants entre guillemets au niveau consommation d'énergie se retrouvent moins performants parce qu'ils sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, et on va aujourd'hui plus sur des bâtiments qui seront tout électriques, parce que l'électricité en France est décarbonée, donc on est moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'est l'avènement un petit peu peut-être de la pompe à chaleur, hein, qui est la solution, on va dire, la plus performante en termes de consommation d'électricité et d'énergie, donc aujourd'hui. Je reviens à la question d'éduquer justement, alors installer la pompe à chaleur, d'accord, alors qu'on consomme toujours un petit peu plus. Comment on fait quelle solution on fait pour éduquer nos concitoyens à prendre conscience que si on fait des travaux de rénovation énergétique, c'est avant tout peut-être pour son propre bien, pour le valoriser, mais aussi il y a une vision un peu plus vertueuse, dirons-nous, ou éthique. Est-ce qu'il faut toucher au portefeuille? On avait vu dans Urgence que soit c'était la santé, soit c'était l'argent qui faisait bouger un ménage. Donc, comment vous voyez ça, vous, du côté de Laurent? Alors, là, je vais personnellement. Voilà. Alors, je triche un peu parce que vous m'aviez déjà posé la question. Cette étude de Cambridge, voilà, cet effet rebond, mais qui est finalement extrêmement classique, m'avait un peu perturbée. Et effectivement, ça ne doit pas être une excuse pour se dire finalement à quoi bon, puisque la consommation remonte, même si je pense qu'avec les nouvelles règles, effectivement, ce sera peut-être un peu différent. Mais dans tous les cas, on l'a vu cet hiver dans un contexte de crise qui était de notre nature. Les ménages ont réussi malgré tout à faire des économies. À un moment donné, quand la facture, effectivement, elle augmente, les personnes ont réduit leur consommation. Je pense que voilà, c'est ça aussi la réalité. Et qu'à un moment donné, c'est plus confortable de le faire dans un logement, enfin de diminuer effectivement l'utilisation de son chauffage dans un logement qui est très bien isolé, parce qu'en rajoutant un petit pull, malgré tout, ça va rester confortable, plutôt que de se retrouver au pied du mur à couper le chauffage dans une passoire énergétique. Et là, on rentre vraiment dans l'insalubrité et un inconfort très grand et la précarité énergétique. Donc finalement, effectivement, c'est pas peut-être éduquer, se préparer. Après, je pense que les crises successives aussi, que ce soit de l'énergie ou de manifestations climatiques, il y a aussi une prise de conscience qui avance doucement. Mais oui, c'est sans doute la facture qui reste le principal facteur d'économie pour les ménages, mais qui puissent le faire dans de bonnes conditions. Enfin, c'est ça qui est aussi important, quoi. Cette prise de conscience, Basma, vous la ressentez au niveau de vos clients lorsqu'ils viennent vous voir?
Pas forcément que les clients, mais je pense dans nos vies quotidiennes, dans notre entourage, je pense de plus en plus les gens ils se posent la question sur, au-delà de la facture, aussi sur leur impact, on va dire, environnemental. Et je pense que c'est un peu psychique comme réflexe de se dire bah moi je fais un peu d'effort là et du coup je peux me permettre un peu plus de confort par là, mais je pense que pour que ça puisse se résoudre d'une façon très efficace, il faut avoir de sortes d'outils pour suivre un peu notre impact. Donc, À bah, quels outils pensez-vous? il y en a quelques-uns Je qui sais que arrivent. dans la French PropTech, enfin dans les accélérateurs de start-up, il y a des start-up qui Oui, il réfléchissent y à en a des qui ont outils quelques-uns. extrêmement précis Oui, pour mesurer sa sobriété énergétique. Donc, oui. vous pensez à ça? Bah, en gros, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, et c'est nos voisins aussi dans l'incubateur qui développent des choses, mais plutôt pour des entreprises. Et je pense qu'il y a un certain moment, ça serait le temps de développer l'équivalent, mais aussi pour des personnes, pour mesurer un peu son impact au quotidien. Par exemple, si on habite dans un logement plutôt E ou F, mais que c'est en centre-ville, on fait tous ces déplacements à pied. Par rapport à habiter dans un logement neuf mais qui est excentré, on prend sa voiture pour faire les trajets, il faut qu'on arrive à Mettez mesurer. votre micro. Pardon. Oui. Il faut qu'on arrive à mesurer ce genre d'impact. Le fait de changer sa chaudière, mais de mettre un peu plus le chauffage à fond au-delà de la facture, il faut qu'on arrive en fait de chiffrer l'impact et de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire un peu. De produire comme conséquence un peu aussi à la planète. Mais je pense que ça passe par des sensibilisations et ça passe potentiellement par un peu de technologie. Que pensiez-vous, qu'attendiez-vous peut-être du CNR Logement, justement, au niveau du DPE en termes de pédagogie ou peut-être de formation? Est-ce que les diagnostiqueurs ont aussi cette vision un peu de pédagogie auprès de leurs clients? Alors là, moi, je vais parler pour moi, Oui, oui, mais, oui, oui. mais je trouve que ben, voilà, le DPE, c'est un outil qui permet d'avoir un indicateur sur la performance des bâtiments. Comme tout à l'heure, on avait des chiffres, c'est aussi des chiffres hein, quelque part. Donc, c'est un outil qui nous permet de visualiser un certain nombre de choses. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien réalisé. Et effectivement, je vais revenir, la partie terrain est très importante pour le diagnostiqueur. Donc aujourd'hui, peut-être que certains ont tendance à faire ça un petit peu rapidement, ou c'est peut-être un petit peu bâclé, mais comme dans tous les métiers, de toute façon, il n'y a pas toujours que des gens très vertueux. Mais c'est sûr que une bonne formation terrain et puis du temps aussi, parce que je suis désolé, quand on a plein de mesures à faire dans un bâtiment, on ne peut pas le faire en une demi-heure. Donc il faut un certain temps. Il faut un certain temps pour réaliser un DPE, pour pouvoir appréhender l'enveloppe du bâtiment. Et ça, et c'est dans la formation des diagnostiqueurs, il faut leur dire, effectivement, quand on a un DPE à faire, il faut prendre le temps de le faire correctement. Donc là, on leur parle à la fiabilisation. Alors maintenant, au niveau environnemental, depuis qu'on a couplé donc l'étiquette performance énergétique et gaz à effet de serre, eh bien, le gaz à effet de serre effectivement prend une importance un peu plus comment ça s'appelle, marquée. On comprend que c'est pour le bien de tous. C'est Mais pour autant, l'environnement. Est-ce que ça Voilà. fluidifie notre marché? Alors, fluidifier le marché. C'est le mot que je reprends Ouais. à Céline tout à l'heure. Oui. Alors, je crois que c'est un peu tôt pour en parler. D'accord. C'est un peu tôt pour en parler. Maintenant, je pense que alors le fluidifier peut-être pas, mais peut-être l'orienter de façon différemment. Puisque c'est un choix. On va acheter une maison ou un logement qui soit classé F ou G, mais quand on va l'acheter, on va prévoir une enveloppe budgétaire pour la rénovation. Donc, ça permet de mettre à la limite le logement à ses goûts aussi, puisque quand on fait une rénovation, soit on fait une isolation par l'intérieur, soit on fait une isolation par l'extérieur, on change le système de chauffage, on change la ventilation, les fenêtres, etc. Donc on réaménage, on se réapproprie le logement. Et sur le marché locatif, l'impact, les conséquences dont on parlait tout à l'heure. Ouais, alors sur le marché locatif... Même si on a vu que dans l'Ouest, on n'est pas trop affecté par... Ouais. Micro. Ouais.
On l'est, mais moins que dans le reste de la France. Effectivement, le parc est plus performant que dans l'ensemble de la France si on se compare. Néanmoins. Alors sur le marché locatif, alors moi je suis du vignoble, dans le vignoble nantais, et il n'y a rien à louer. Donc déjà, c'est la première problématique, c'est qu'il n'y a pas de logement à louer. Donc c'est difficile de se loger en tant que locataire sur le vignoble. Alors je ne sais pas après sur le reste du département ou de la région. Et pour Ça veut autant... dire que c'est un frein direct pour les gens qui viennent s'implanter, pour le marché de l'emploi. Ça crée ça bloque la spirale. On parlait d'huile dans les rouages, mais là, ça bloque la spirale. Oui, mais c'est pas le fait du DPE. C'est pas le fait du DPE, c'est le fait qu'il n'y a pas de logement à louer sur le. Il faut des propriétaires, il faut des investisseurs. Et là, écoutez, moi je travaille avec des agences immobilières, des notaires, etc. Et c'est très rare quand on fait des diagnostics pour de la location. Alors ça nous arrive, bien sûr, mais je veux dire, ça représente, je sais pas moi, 15 à 20% maximum. Céline, oui, vous vouliez peut-être Oui, c'est ajouter. ça. Le frein principal sur la location, c'est pas tant le prix que l'offre, en fait, l'absence d'offre, et qui est donc évidemment dans la métropole, mais aussi autour de la métropole, et qui est un frein majeur, même aussi à l'embauche. Voilà, enfin, c'est cette absence d'offre. Oui. On avait évoqué lors de la dernière conférence avec nos amis banquiers ce marché. Le titre de la conférence était Trou d'air ou chute libre. Sans regarder votre boule de cristal, comment vous voyez le marché du logement là, dans les prochaines semaines? On nous avait annoncé un petit trou d'air peut-être estival, une reprise à la rentrée, mais sans refaire cette conférence, comment vous voyez Alors, ce marché du oui. logement dans un premier temps et de la location et du marché locatif dans un second? J'aurais vraiment des difficultés à faire un commentaire très conjoncturel de ce type-là, disons à horizon été. Ce qui me semble intéressant mais aussi très inquiétant, c'est plutôt, on va dire, à horizon 5 ans. On l'a vu avec effectivement pour la promotion immobilière, une offre de commercialisation en baisse. Donc c'est aussi des livraisons à venir. Ça s'observe très fortement et on va dire conséquemment aussi dans le logement social. Où là, on regarde effectivement les agréments que délivre l'État pour la construction de logements sociaux qui ont chuté. Là, on peut vraiment parler de chute libre. Et donc, ce sont des livraisons qui ne se feront pas dans les 2, 3, 4 années à venir. Et donc, une crise qui est en cours, mais qui va s'installer. s'accentuer. Voilà. Et je voulais en dire un petit mot, j'ai eu l'occasion d'assister au conseil d'administration de l'ADIL, donc l'Agence départementale d'information sur le logement, qui va bientôt, je pense, publier son rapport d'activité, mais qui nous faisait part effectivement d'une augmentation de toutes leurs consultations, enfin une augmentation forte de leurs consultations sur tous les sujets. Rapport locatif, impayé de loyer, difficulté à payer les charges, conflit de voisinage, c'est pas un hasard. Je pense que la tension, elle est qui est très très exacerbé sur le forte. marché, Voilà, je pense que s'extériorise les personnes les qui ont des usagers. difficultés aussi à boucler les fins de mois, on est évidemment plus tendu, parfois plus agressif. Des consultations aussi de propriétaires en copropriété qui ne savent pas comment ils vont répondre aux appels de charges en lien avec des réhabilitations énergétiques. Enfin, voilà, ça augmente sur tous les sujets liés au logement, tant pour les locataires que pour des propriétaires, des accédants qui n'arrivent pas à trouver de financeurs, etc. Donc le marché est beaucoup plus interdépendant qu'on ne pouvait l'imaginer, puisqu'il s'extériorise même Il dans est les comportements des usagers. complètement interdépendant. Basma, quel est votre regard là, justement sur cette interdépendance et la tension qui est en train de se corréler parmi toutes les niches, tous les marchés? Comment vous vivez ça, vous, au quotidien? Mon analyse, elle est assez simple de la chose, c'est que on a des contraintes de DPE aujourd'hui, donc on n'arrive pas à mettre sur le marché une bonne partie des logements. Par rapport aux promoteurs, on a des problématiques de trouver le foncier, d'aller se financer avec à un coût qui est acceptable, et puis en fait de pouvoir avoir des clients qui nous rachètent nos logements parce qu'ils arrivent à se financer. Donc en gros, en termes de production de logements, on va dire que déjà on écarte une partie, on n'arrive pas à en produire une autre.
Et en même temps, on est quand même dans un pays où la démographie, elle augmente encore. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment, il y a toute une situation qui n'est pas optimale pour le logement aujourd'hui en France et qui est vécue à la fois par les professionnels de l'immobilier. Qui sont devant nous. Oui. Et aussi par les clients qui se retrouvent, par les particuliers qui se retrouvent logés soit dans des conditions qui correspondent pas à leurs souhaits. Et ça, on le voyait par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure en termes d'augmentation de durée de location. Et je pense que le logement, ça reste quand même un secteur qui est assez basique dans le sens où avoir sa résidence, je ne parle pas forcément d'investisseurs immobiliers, mais avoir sa résidence principale, être vraiment propriétaire, avoir ce sentiment d'être chez soi. Mais est-ce qu'il faut encore une France de propriétaires? Comment ? Est-ce qu'il faut encore une France de propriétaires? Parce que quand on a vu qu'on rapprochait les lignes de propriétaires par pays avec le PIB, ça venait appauvrir un petit peu la notion de PIB. Est-ce qu'il faut encore être propriétaire en France? Moi, je pense qu'il faut avoir le choix. C'est-à-dire que si on a un attachement à une région, à une ville en particulier, et qu'on se projette encore pendant quelques années, qu'on souhaite devenir propriétaire, il faut pouvoir le faire parce que ça reste quand même un droit qui est assez basique. On ne demande pas à devenir... en fait, on devrait avoir le choix de pouvoir le faire. Après, je pense que par rapport à nos usages de vie, notre façon de vie quotidienne et surtout de la génération montante où on n'a pas forcément d'ancrage particulier. Et ça, on en discute pas mal chez Pas à Pas. C'est peut-être aussi, il faut revoir cette notion de propriété pour qu'elle soit aussi flexible et typiquement avoir une sorte de... Assouplir la notion de réglementation. C'est-à-dire, par exemple, au-delà de la réglementation, d'inventer une autre façon de devenir propriétaire. On peut, comme avoir un système de points, on cumule des points de propriété sur un bien, sur une ville. Et après, par exemple, on a envie d'aller vivre une aventure ailleurs. On peut toujours rester avec notre... Comme des miles, un peu. Un peu. Mais en tout cas, pour un peu répondre à votre question, je pense que la propriété, c'est un droit. Je pense qu'on est dans un contexte qui n'est pas du tout favorable. Et oui, je pense qu'il faut aussi inventer d'autres façons de devenir propriétaire parce que les générations, elles vivent des changements d'habitude de vie. Très bien. Bah, ce n'est pas une conclusion parce que c'est peut-être un début en fait, de porter des solutions. Peut-être que justement, on compte beaucoup à Oloma sur l'interaction entre le public et la salle, justement, entre le public et nos invités, pardon, pour justement imaginer des solutions comme celles que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités pour pouvoir nourrir le débat et peut-être nous donner l'occasion d'une prochaine conférence ? Bertrand, tu as bien une question? Non? C'était clair. Pas forcément de questions, parce qu'il n'y en a pas dans la salle, mais il y en a forcément des esprits. Mais ça sera l'occasion, dans la 4e partie de notre réunion, de pouvoir discuter, échanger. Ce qui me paraît important quand même, c'est d'avoir cette réflexion sur l'accession, sur le dispositif de qualification des logements du parc existant. Quand même un sujet. Je pense qu'il y a des évolutions qui vont se faire. On aura peut-être l'occasion de se revoir avec un nouveau diagnostic plus performant. Sur le les résultats du CNR aussi. Non, mais il y a plein de choses. Donc voilà. Mais je pense que s'il n'y a pas de questions, effectivement, on vous propose de se retrouver autour du verre de l'amitié. Merci. Et de continuer les échanges. Merci à vous. Merci à vous.